Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, en compagnie cette semaine de Delphine Girard. Bonjour Delphine. Nous voici ensemble pour 45 minutes d'actualité politique et parlementaire. Avec cette semaine, le vrai faux retour triomphal de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Arrivé à pied au siège de l'UMP, accueil de rockstar. Et un discours de 40 minutes devant les responsables et parlementaires UMP pour dire que le moment n'est pas venu de son retour en politique. Le Sarkoton, comme certains l'appellent, aurait rapporté à ce jour plus de 3 millions d'euros. À l'Assemblée nationale, la discipline de groupe a parfaitement fonctionné cette semaine chez les socialistes. Le texte phare du gouvernement sur l'interdiction du cumul des mandats a été adopté à la majorité absolue. Avec l'apport des voix écologistes et communistes, le gouvernement pourra donc aborder plus sereinement l'épreuve du Sénat sur ce texte. Enfin, les sénateurs qui décidément donnent du fil à retordre au gouvernement, ils ont retardé cette semaine l'examen du texte sur la transparence de la vie politique, avec notamment une motion de renvoi en commission présentée par les radicaux de gauche qui décidément jouent les trublions de la majorité. Et avec nous cette semaine pour commenter les temps forts de l'actualité parlementaire, Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. On va dérouler ensemble les temps forts de cette semaine, mais avant cela, c'est la tradition dans cette émission. On vous propose d'écouter ce que pensent de vous vos collègues députés. Morceau choisi. Je pense que c'est un excellent président pour le groupe socialiste. C'est un homme de conviction, c'est un homme d'autorité, qui aussi est un homme convivial et qui sait être bon camarade. Il n'est pas antipathique, il est un peu prime sautier, il intervient avec le rappel au règlement un peu à tort et à travers, mais c'est de bonne guerre. Il est là quand il faut, de sa grosse voix là, qu'il force un peu, comme s'il se croyait dans un opéra pour sourds. Il développe ses arguments, toujours les mêmes. C'est presque un métier. Il a ce côté jovial qui me fait penser quelquefois au moine qui est sur la boîte de camembert, qui est là, satisfait du travail qu'il fait et qui crée, quand on le regarde, une certaine gourmandise. Il a sans doute des qualités, c'est dommage qu'il les cache autant. Et s'il y a de la rondeur, en tous les cas, j'attends de la voir dans les propos. Je ressens plutôt quelqu'un d'extrêmement rigide, parfois même crispé, et qui n'est pas suffisamment à l'écoute. C'est quelqu'un qui est capable à la fois d'une grande rigueur d'équipe, voilà, et d'une grande générosité individuelle. Alors Bruno Le Roux, on a entendu un aspect jovial, mais peut-être, disait Daniel Fasquelle, de la rigidité. C'est la fonction de président de groupe qui impose ça? Très certainement un peu la fonction. C'est une fonction qui demande de l'autorité. Je remarque que venant de mes collègues du groupe, les propos étaient des propos très sympathiques. Et venant de l'opposition, ils étaient d'autant plus sympathiques que je connaissais bien les députés pour avoir travaillé avec eux sur des textes et pour ne pas simplement avoir une relation d'hémicycle, une relation lointaine. Je pense que peut-être que M. Fasquelle a raison, peut-être même que M. Collard, même si avoir des propos qu'il tient... Est-ce que vous avez senti que vous devenez plus rigide? Est-ce qu'il faut plus tenir vos troupes? La question, c'est pas la rigidité, la question, c'est toujours de savoir prendre les décisions et les faire partager. C'est en ça que nous sommes attendus. Prendre des décisions sur les amendements, sur la préparation des textes, sur le vote tel qu'il va intervenir dans l'hémicycle. Et donc ce que l'on me demande, c'est de donner un sens, d'amener mon groupe à faire en sorte de soutenir le mieux possible le président de la République, le Premier ministre. Et donc il faut pour cela, oui, une certaine autorité, mais avec de l'autorité, on ne réussit pas. Tous ceux qui sont dans mon groupe ont été élus. Ils ont une présence sur le terrain, ils ont une visibilité, et donc on ne les mène pas à la baguette comme pourrait vouloir le faire dans d'autres instances, d'autres personnes. Moi, je suis dans l'obligation, et cela me va très bien, d'avoir de l'autorité, mais d'écouter. Alors de l'autorité et pas de rigidité pour commenter avec nous l'actualité de la semaine, on en est sûr. On commence lundi, bien sûr, avec un fan club au siège de l'UMP. On en parlait depuis 3 jours. Le voilà, enfin, il arrive à pied, acclamé par les militants. Nicolas Sarkozy vient assister à une réunion de crise à l'UMP après l'invalidation de ses comptes de campagne, ou plutôt responsables et parlementaires viennent assister à son discours. Pierre Lascar.
Il était attendu de pied ferme par quelques dizaines de militants. Devant les membres d'un bureau politique élargi, Nicolas Sarkozy est venu apporter un message de solidarité alors que l'UMP traverse une mauvaise passe financière due à l'invalidation des comptes de campagne. C'est un message très important, à la fois d'amitié, de solidarité à l'égard de notre famille politique, et vous savez combien nous sommes les uns et les autres très attachés à lui. Ça n'est pas pour autant, il a dit lui-même, un retour en politique. Pas de retour en politique, mais devant l'état-major de l'UMP, l'ancien chef de l'État a passé en revue la situation politique nationale, l'état de l'économie mondiale ou encore la crise financière. À la sortie, tous les cadres du mouvement en appellent à l'unité, derrière Nicolas Sarkozy. Ah ben, c'est la famille qui se réunit. Vous savez, quand il y a des problèmes dans une famille, il faut réunir toute la famille. Et je crois que tout le monde est solidaire et je crois qu'on va faire tous les efforts nécessaires. Moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fois, une fois de plus, son attachement au mouvement, son attachement aux Françaises et aux Français. C'est le discours d'un homme qui est près de son parti, quand celui-ci traverse des difficultés. Il a dit avec beaucoup de simplicité et beaucoup de force, il est avec nous à la difficulté qu'on traverse. Point final. Durant la réunion, Nicolas Sarkozy a également jugé qu'il serait, je cite, indécent de penser à 2017 aujourd'hui. Xavier Bertrand, François Fillon ou Bruno Le Maire apprécieront, eux qui sont déjà tous trois candidats aux primaires de l'UMP pour 2017. Bon, Bruno Leroux, vous regardez ça, vous, d'un petit peu loin, évidemment. C'est un retour en politique ou c'est pas un retour en politique? Je crois qu'il l'a dit que ce n'était pas un retour. Mais depuis, il y a eu des propos. Il y a eu les propos, par exemple, de M. Fillon, à la Grande Motte, qui montre en fin de compte, 3 jours plus tard, que pour de nombreux responsables, ce rendez-vous a été une épreuve. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'UMP ne doit pas rester congelé au garde à vous dans l'attente de l'homme providentiel. Bien sûr. Allusion. Et on voit bien qu'ils étaient tous rassemblés parce que ils savent se rassembler dans ces moments-là et que pour autant, ils n'accordaient pas la même signification à ce retour, ce vrai faux retour de M. Sarkozy, qu'il faut d'ailleurs regarder parce qu'on acclamait ce jour-là quelqu'un qui avait été condamné pour fraude. Parce que c'est bien cela qui s'est passé par le Conseil constitutionnel. Il y a eu fausse déclaration de l'UMP, du président de la République. Il y a eu donc une condamnation et la condamnation... Dépassement des comptes de campagne. Mais dépassement des comptes de campagne, mais cela a valu à quelques députés d'être annulés et d'être inéligibles et de ne pas pouvoir se représenter et de voir leurs comptes de campagne non remboursés. 400 000 euros de dépassement sur 11 millions. Non, 1 million, plus d'1,6 million de dépassement puisque le compte avait été sous-estimé et donc le dépassement est de 4%, mais le compte avait été sous-estimé de presque 1,6 million. C'est-à-dire qu'il y avait eu fraude dans la déclaration, fraude dans l'utilisation des moyens de l'État, qui est un motif aussi d'annulation et de réforme du compte, quand on fait en sorte de faire payer ses dépenses électorales par l'État, ce qui a été le cas pour M. Sarkozy dans une partie de sa campagne. Et donc le fraudeur vient devant le bureau politique et est acclamé, pas par tout le monde, mais est acclamé. Je trouve qu'il y avait là quelque chose qui ressemblait à de la politique spectacle qui était tout simplement indécent cette soirée-là. Si, pardon. On a entendu la gauche bien monter au créneau après donc cette intervention de Nicolas Sarkozy. Mais par vos attaques, ne risquez-vous pas d'alimenter un peu plus la théorie de l'acharnement? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fébrilité quand même à gauche à l'idée d'un retour de Nicolas Sarkozy? Il n'y a pas d'acharnement, mais dans le même temps, il faut dire les choses. Quand on est acclamé alors que l'on a fraudé, moi je souhaite le dire. Et de la même façon, aujourd'hui, je dis que le temps de Nicolas Sarkozy est plus un temps judiciaire qu'un temps politique. Il a à répondre à de nombreuses affaires, qu'il le fasse. Et ensuite, nous verrons. Moi, je pense que le candidat qui sera choisi par la droite, car il y en aura un le moment venu. Je ne sais pas le processus qu'ils mettront en œuvre. Je ne sais pas qui sera ce candidat. Leur promettez des jours un peu difficiles en 2016 pour leur primaire. Je ne sais pas, mais je sais, pour l'avoir vécu, que ce n'est jamais facile. Quand on est dans l'opposition de désigner son candidat. Et pour autant, je pense que ce n'est pas ce qui passionne les Français aujourd'hui, ce qui est important pour la gauche. Quand nous irons devant les Français en 2017, le principal argument, ce sera la réussite ou non de notre politique et pas le choix du candidat qui sera le choix de l'opposition. Vous avez intérêt à une UMP affaiblie par des difficultés financières ou est-ce qu'il faut sauver ce soldat UMP qui est quand même le principal parti d'opposition? Ne vous en faites pas pour la droite.
S'il y a eu, il y a quelques années, une limitation des dépenses de campagne, c'est bien parce qu'il y avait une inégalité qui s'était créée entre ceux qui possèdent de l'argent dans ce pays et qui aidaient la droite et qui ont fait que toutes les nouveautés, toutes les dépenses supplémentaires, les affiches 4x3, les affiches en couleur sont toujours arrivées parce que la droite avait beaucoup d'argent à consacrer aux campagnes électorales. Dépensé, visiblement. Eh bien, cet argent, vous savez, il va revenir. Ils ont beaucoup d'amis qui sont prêts à les aider dans ces moments difficiles. Et je dis simplement aux Français, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas avoir. Profitez de votre argent pour faire autre chose que de donner au parti qui a fraudé et qui a aujourd'hui assez d'amis pour pouvoir se débrouiller. Il n'y a pas péril dans la démocratie. Allez, on va changer de sujet. Mardi, c'est la fin du député-maire. Le non-cumul des mandats fait le carton plein à l'Assemblée nationale. Le projet de loi interdisant à compter de 2017 à un parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale a été adopté à la majorité absolue, ce qui lui permettra de passer outre l'opposition du Sénat. Les détails avec Jean-Baptiste Daoulas. Pour 300, contre 228, l'Assemblée nationale a adopté. Le gouvernement peut souffler. Il espérait dépasser la barre des 289 voix pour obtenir la majorité absolue. Avec 300 votes pour, Manuel Valls peut aborder l'obstacle du Sénat avec sérénité. Beaucoup pensaient qu'il y aurait des déchets, que certains socialistes ne voteraient pas, c'est sans doute le cas, mais en atteignant les 300 voix sur le premier texte, en les dépassant pour le second, c'est une victoire. Le PS a presque fait carton plein. À peine 10 abstentions et 4 votes contre, dont 3 députés proches de Jean-Pierre Chevènement. De quoi décevoir ceux qui misaient sur un sursaut des cumulards du PS. Ils sont suffisamment faibles pour avoir compris qu'ils ne pouvaient pas se séparer sur ce texte. C'est ce qui a fait que globalement, ils ont pratiquement tous voté pour lui. Je crois que c'est surtout ça. Mais l'opposition ne se résigne pas. L'examen au Sénat sera un bourbier pour le gouvernement, en espérant un retournement de situation à l'Assemblée en deuxième lecture. Il suffit que 6 députés changent d'avis pour que la majorité ne soit plus acquise, puisqu'il faut 289 voix dans le cadre d'une loi organique. Donc nous allons poursuivre le combat, dénoncer les pressions incroyables qui ont été exercées sur un certain nombre de députés socialistes, et puis nous allons continuer notre travail de persuasion. Le groupe UMP avait envoyé une lettre solennelle aux députés maires de gauche pour les rappeler à la raison. Un travail de persuasion qui n'a pas porté ses fruits. On vient de le voir dans ce sujet. Daniel Fasquelle, député UMP, parle de pression incroyable exercée sur les socialistes. C'est vrai ça? C'est un engagement des socialistes depuis des années, qui a été un engagement voté dans tous les congrès depuis près d'une quinzaine d'années, qui a été voté encore très largement par les militants et par une grande partie des élus il y a 2 ans. Et donc aucun des députés socialistes ne pouvait s'attendre à ce que nous ne mettions pas en œuvre ce qui a été voté, ce qui était connu. Et c'est pour cela que ça a été très facile pour moi. Vous savez, il y a les textes où il faut faire preuve. Il y a eu une pression quand même sur les députés, vous les avez vraiment convaincus. Votre fameuse autorité dont vous parliez. Il y a eu pression d'abord des militants et des Français. Les militants ont voté cela à une immense majorité. Les Français sont, quand on leur demande s'ils sont pour ou contre le cumul des mandats, ils sont contre de façon très très massive. Et donc la pression, elle est d'abord venue de nos concitoyens et ils ont raison. Et ce n'est pas le texte. Vous allez dire à vos amis sénateurs qui sont vent debout? Et je leur dis qu'ils n'ont pas intérêt à être vent debout, que cela appartient à la rénovation, au renouvellement de notre corps politique, de notre République, de nos institutions, et qu'il est bien que les élus puissent aller d'une responsabilité à une autre. Je ne dis pas que l'on doit être uniquement sénateur ou député, je dis que l'on doit faciliter l'obtention des mandats qui peuvent être différents, mais n'en exercer qu'un principal en même temps. Et c'est quelque chose que nos concitoyens peuvent comprendre et que je demande aux sénateurs de comprendre aussi. Ils vont vous répondre ancrage territorial, évidemment, comme toujours. Mais l'ancrage territorial, il existe par la nature même de notre élection. Les députés, simplement députés, existent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils sont réélus pour la plupart d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent des permanences dans leur circonscription, parce qu'ils sont à l'écoute des maires de leur circonscription. Et d'ailleurs, ils sont quelquefois encore plus à l'écoute. Les sénateurs représentent constitutionnellement les collectivités territoriales. Et on peut représenter les collectivités et ne pas être soi-même le dirigeant d'une collectivité. Il y a d'ailleurs quelques sénateurs qui sont dans ce cas de figure. Et posons-nous la question,
Quand on a un département, quand on a une circonscription et que l'on est maire, est-ce que l'on écoute avec la même attention les autres villes? Quand je vois, on y reviendra peut-être, M. Carrez, qui sur sa réserve parlementaire donnait tout à sa ville, et pas aux autres. Je me dis que quand on est député maire ou quand on est sénateur maire, on a quand même tendance à ne pas regarder son territoire de la même façon. Vous êtes sûr de votre deuxième lecture à l'Assemblée? Ça se joue à 11 voix près. Il faut 289 voix pour. Il y aura une majorité qui sera encore plus large parce que les députés socialistes qui ont souhaité faire entendre une différence en s'abstenant ou en ne participant pas au vote sur la première lecture ont conscience aujourd'hui que le texte passera car il y a déjà la majorité absolue et m'ont pour la plupart assuré de leur soutien sur la prochaine lecture. Juste d'un mot, il ne fallait pas mettre ça en place pour les élections municipales de 2014, parce que là on est un petit peu entre deux élections, on va élire un maire qui ne sera plus forcément maire ensuite, s'il choisit d'être député. Je l'aurais souhaité. Si l'opposition avait accompagné ce projet, notamment en permettant aux suppléants de rentrer à l'Assemblée nationale si un député faisait le choix de son mandat local, cela aurait été plus facile. Et dans le même temps, je vous le dis clairement, cela a été une position d'équilibre pour trouver une majorité qui soit une majorité claire, cette majorité des 300. Pour faire accepter le... Il a fallu en même temps que chacun des élus puisse s'organiser dans cette perspective de non-cumul. Et il est vrai que si cela s'était appliqué en 2014, ce qui me semblait logique, quand on vote une loi en 2013, il me semblait logique qu'elle s'applique en 2014. Et en même temps, l'application en 2014 était une application inconnue, au moment d'une loi qui n'était pas connue, au moment où ont été choisis les suppléants, au moment où se sont faits un certain nombre de choix. Donc 2017 s'imposait pour trouver une large majorité, et de toute façon, ça s'appliquera à tout le monde en 2017. Alors, en ce mardi encore, le Bureau national du PS se réunit pour entériner un rapport interne sur les retraites. On reviendra tout à l'heure sur les recommandations que fait le parti. En tout cas, les divisions se font sentir dans la majorité puisque l'aile gauche, comme on l'appelle, préconise un report de la réforme qu'elle juge inopportune. Rim Benhammer. La réforme des retraites met le PS sous tension. Lors de son bureau national, le parti tente de se mettre d'accord sur une seule et même ligne pour la future réforme. Peu de temps avant, l'aile gauche avait pris les devants en adressant une lettre aux responsables du parti, demandant tout simplement de reporter la réforme, jugée non urgente et injuste en l'état. Le rapport Moreau a fait toute une série de propositions. Certaines d'entre elles sont dangereuses individuellement et cumulativement. Donc moi je souhaite qu'on puisse avoir une expression suffisamment forte pour dire pas de baisse des pensions, pas de désindexation, pas de baisse du pouvoir d'achat des retraités. Des propos qui irritent certains responsables socialistes. Ils demandent à l'aile gauche du PS de serrer les rangs. J'ai qualifié cette gauche, l'aile gauche du Parti socialiste, mais qui va au-delà, de démissionnaires. Je pense que quand j'entends un certain nombre d'entre eux, j'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas finalement assumer la responsabilité du pouvoir, parce que pour eux, gouverner, c'est trahir, nécessairement. Ces critiques tombent très mal pour le gouvernement. Il entame à peine les négociations avec les syndicats et le patronat. Elles vont durer tout l'été. Les syndicats ont eux déjà annoncé un mouvement de grève pour le 10 septembre. Le projet de loi sera présenté à la rentrée à l'Assemblée et l'exécutif aura besoin de tous les soutiens à gauche pour faire passer cette réforme déjà très controversée. Bon, on suppose que vous allez dire la même chose que Christophe Caresche à cette aile gauche. Rentrer dans le rang. D'abord, le Bureau national s'est bien passé, il n'y a eu aucune opposition. C'était quelques avant. Abstentions. C'était avant. Voilà, mais donc nous avons réussi à trouver un accord au Bureau national. Et moi je dis toujours à cette gauche, faisons attention à ne pas être présent dans l'esprit des Français sur quelque chose qui court encore quelquefois sur cette gauche qui aurait de bonnes idées, qui aurait des idées humanistes, mais qui en fin de compte ne serait jamais là quand il y a des difficultés, n'aurait jamais le courage d'affronter celles-ci et repousserait tout le temps les grandes réformes et la nécessité à prendre ses responsabilités. Moi, je suis aujourd'hui, avec un mandat clair donné par les Français il y a un an, qui est de mettre en application le programme du président de la République et en même temps de réformer notre pays et de le faire différemment que l'aurait fait la droite. Et ce que je dis à cette aile gauche, c'est oui, il faut une réforme des retraites et battons-nous pour en faire une qui soit différente de celle que nous avons connue en 2010. Que c'est une crise conjoncturelle, ils sont à votre avis irresponsables dans leurs propos ? J'essaye de ne pas employer ces termes-là, mais en même temps, ils passent un mauvais message aux Français, car les Français le savent, eux, qu'il y a besoin d'une réforme des retraites.
et que le système, si on le laisse aujourd'hui dériver, il y a un jour un responsable politique qui dira « Attendez, ça ne marche plus. Le système par répartition, on n'en peut plus. Voilà, il n'est plus en équilibre, il faut faire autre chose. » Ce fameux texte de la rue de Solferino, il ne va pas trop dans le sens non plus du gouvernement, puisqu'il rejette finalement les principaux points du rapport Moreau sur lequel se base le gouvernement. Non, le gouvernement a demandé un rapport qui éclaire toutes les possibilités de réforme. Pour autant, qui va inspirer quand même l'action du gouvernement et bien sûr, qui va propositions inspirer qui seront l'action du faites. gouvernement, mais qui visait surtout à mettre pour les partenaires sociaux toutes les hypothèses sur la table. Je vais vous faire une confidence, elle va peut-être vous étonner, mais le texte que nous avons abordé et adopté au Bureau national du Parti socialiste, nous l'avons vu dans quelques réunions préparatoires avec le Premier ministre. Nous en avons discuté. Ce n'est pas le gouvernement qui a écrit ce texte, mais en même temps, ce n'est pas le Parti socialiste qui fait la réforme. Très concrètement, quand le rapport dit pas de désindexation, pas de suppression de l'abattement fiscal de 10%, c'est-à-dire en gros garder le pouvoir d'achat des retraités, tout ça, a priori, Jean-Marc Ayrault a plutôt souscrit. Mais il y a une déclaration de Jean-Marc Ayrault qui est venue très tôt dans cette réforme des retraites que je reprends aujourd'hui à mon compte en vous disant que les retraités qui sont aujourd'hui les petites retraites doivent être absolument préservés de tout effort nouveau. Pas de désindexation. Notamment. Les plus aisés, Et pour les plus aisés, je pense qu'ils doivent participer à l'effort qui sera demandé à tous les Français. Une mise à contribution des revenus du capital, c'est une piste. Ça pourrait prendre quelle forme, ça? Regardons, il y a aujourd'hui des richesses qui sont créées indépendamment du travail. Le travail est aujourd'hui prise en compte dans les cotisations, que ce soit par les employeurs ou que ce soit par les salariés. Il y a aujourd'hui de la richesse qui se crée sans qu'il y ait de force de travail, par des mécanismes financiers, il faut regarder s'il y a une piste possible. Et pour autant, je pense que nous ne nous épargnerons pas une réflexion aussi sur la durée du travail. Il faut avoir des choses en tête. L'espérance de vie, ça représente très concrètement le fait qu'aujourd'hui, un salarié travaille moins de temps dans sa vie qu'il ne travaillait il y a 30 ans quand Pierre Mauroy a fait passer la retraite à 60 ans. On travaille à peu près aujourd'hui 70 000 heures sur une vie de 700 000 heures. C'est 10%. Pour vous donner une correspondance, on passe à peu près 15% de sa vie devant la télévision. Et donc cela montre bien qu'il y a un temps de travail qui s'est raccourci, non pas à cause du temps de travail, mais à cause de la hausse de l'espérance de vie. Et donc il faut travailler un peu plus pour correspondre à cela. Mais les limites de la réforme, elles sont posées dans ce texte. Préservation des petites retraites, réforme qui s'appuie sur les inégalités qui ont été faites aux femmes, parce qu'aujourd'hui elles ont été les principales touchées de la réforme de 2010. On verra si le MEDEF et les syndicats sont d'accord, puisque les négociations commencent. Et puis la question de la pénibilité commencent. qui est importante, dont on parle depuis des années et qui est importante parce que les inégalités face à la mort suivant le travail que l'on a eu pendant sa vie sont importantes encore dans notre pays. Alors Bruno Le Roux, mardi encore, le Sénat donne du fil à retordre au gouvernement. Le projet de loi sur la transparence de la vie publique a été renvoyé en commission et le vote sur ce texte est loin d'être acquis au Sénat. C'était pourtant la réponse du gouvernement à l'affaire Cahuzac. Flora Sauvage. D'emblée, ça commence mal. Dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi, les radicaux de gauche, pourtant alliés des socialistes, annoncent qu'ils ne voteront pas le texte du gouvernement. Un ministre, un membre du gouvernement, M. Cahuzac, est mis en examen. Et l'exécutif semble vouloir détourner l'attention en tournant le projecteur vers les parlementaires. Le projet, ce n'est plus seulement de la transparence, mais du voyeurisme matiné de jésuitisme. Face à ce désaveu, le gouvernement prend acte de la décision des radicaux. À l'UMP, on dénonce un texte écrit dans la précipitation et qui n'aurait pas permis d'éviter l'affaire Cahuzac. Le Parlement n'a pas à recevoir nécessairement des leçons de morale de l'extérieur, alors qu'il a en son sein suffisamment de force pour organiser sa discipline, c'est ma conviction. Vous nous dites, Monsieur Longuet, en entonnant la vieille chanson qui berce l'inertie politique, que l'on va en faire trop et qu'on va aller trop loin. C'est la vieille chanson parce que ce sont toujours ceux qui se sont opposés aux évolutions qui reprochent ensuite à ceux qui les provoquent de franchir une étape trop importante. Un peu plus tard dans la soirée, coup de théâtre, le texte du gouvernement sur la transparence dans la vie politique est renvoyé en commission. Le Sénat va devoir revoir sa copie. Alors depuis, on sait que les sénateurs en commission jeudi sont revenus à la version initiale du gouvernement. Ils ont émis l'idée de publier les patrimoines des parlementaires au JO. Est-ce que vous seriez prêt à voter cette modification ?
Si elle arrive à l'Assemblée, en tout cas, je suis prêt à la prendre en compte comme étant une bonne proposition. C'était la proposition initiale du gouvernement. Nous avons c'est la transparence totale des patrimoines, visible par tous, sans aller à la préfecture. Hein. Voilà, moi je suis de toute façon sur cette idée, et c'est pour ça que je trouve que le Sénat a donné un mauvais signe en début de semaine, qu'il faut aujourd'hui des actes forts qui permettent de dire aux Français, ceux qui prennent des responsabilités sont des gens intègres, sont des gens honnêtes. Ils le savent, mais il faut en donner des preuves, ne rien cacher. Et c'est pour cela qu'il faut faire des déclarations, qu'elles soient vérifiées et ensuite qu'elles soient consultables. Moi, je pense que plutôt qu'elles soient consultables et qu'elles fuitent comme cela dans la nature, ce qui est le plus protecteur, c'est que ce soit l'État qui en fasse la publication au journal officiel et que chacun puisse aller consulter le journal officiel. Mais ce n'était pas la position d'équilibre que nous avions trouvée à l'Assemblée. J'essaierai d'en rediscuter la semaine dernière. Je trouve que le Sénat a fait, somme toute, en cette fin de semaine, du bon travail. Donc finalement, le compromis qui avait été trouvé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une solution suffisante pour vous? C'était un compromis. Moi, je regarde toujours, vous parliez d'autorité, je regarde ce qui me permet de rassembler tout le groupe. Qu'elle soit consultable à la préfecture par n'importe quel citoyen sans qu'il y ait de sanctions qui puissent être associées à cette consultation, ou qu'elle soit publiée au journal officiel. Il y a deux solutions. Moi, aujourd'hui, je pense que les deux représentent une avancée. Et d'ailleurs, il y a des sanctions dans la version que vous avez adoptée. Oui, mais là, par contre, ça ne pourra pas rester à l'Assemblée nationale. Moi, je suis contre que la possibilité que nous donnons à des concitoyens de consulter puisse donner lieu à des sanctions. Votre version, c'est pas forcément la version du groupe socialiste dans son ensemble. Mais c'est celle que j'essaierai de défendre. La question d'autorité, là, il va falloir... Je pense qu'il faut des sanctions quand il y a une volonté de nuire. Et donc, quand on trafiquerait les informations que l'on va voir en préfecture, quand il y a la volonté de désinformer, de mal informer, mais quand quelqu'un fait état de ce qu'il a consulté, je ne vois pas comment on pourrait le sanctionner. Alors du coup, l'examen de ce texte a été reporté à vendredi et à lundi. Cela vient surcharger un calendrier législatif bien rempli. Écoutez à ce propos Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Nous lui avons dit que ce que nous regrettions, c'est peut-être un enchaînement trop rapide des textes qui se succèdent. Le changement mérite qu'il soit expliqué et en même temps mérite que l'on ne soit pas dans une surenchère permanente d'un texte derrière l'autre, ce qui nuit à la lisibilité, je crois même, de l'action gouvernementale. Alors Jean-Pierre Bel en fait avait été reçu à l'Élysée à déjeuner, donc il a émis ce conseil, il a regretté auprès de François Hollande cette surenchère législative. Est-ce que vous partagez ces propos? Bien sûr que nous légiférons beaucoup. Et dans le même temps, il n'y a aucun texte qui soit ni mal approprié, ni anodin. Et nous sommes dans la première année. Il y a beaucoup à faire sur tous les terrains. Le terrain de la tenue de nos engagements devant les Français, mais le terrain de l'urgence en matière économique, le terrain de l'urgence en matière d'emploi. Donc quand j'entends ça, je dis souvent à ceux, parce que c'est vrai, nos commissions travaillent aujourd'hui à un rythme absolument extraordinaire. Elles ont pris du poids ces dernières années. Mais le résultat est qu'au Sénat ou à l'Assemblée, la commission des lois, pour ne citer qu'elle, siège... 17 textes à examiner pendant cette seule session extraordinaire. Siège sans désemparer. Siège sans désemparer. Et pourtant, vous voudriez que je dise aux Français, on n'en peut plus, on va arrêter de travailler. Mais bien sûr que non. Tout cela correspond à des urgences. Alors je pense qu'il est bien d'attirer l'attention du président de la République sur la hiérarchie qu'il faut peut-être encore plus poser, sur la préparation en amont qui doit se faire de la programmation législative encore plus fortement. Mais pour l'instant, je le dis à ceux qui nous écoutent, nous avons fait dans cette première année le travail qu'il nous avait demandé. Mais est-ce que finalement François Hollande ne fait pas ce que vous reprochiez à Nicolas Sarkozy, à savoir un fait divers, une loi, l'affaire Cahuzac, une loi? Non. Non, parce que les faits divers, c'était souvent des faits divers, l'accumulation des lois en matière de justice, en matière de sécurité, cette idée que l'on pouvait, avec la loi, régler absolument tous les problèmes et tous les faits divers sur lesquels le président de la République parlait. Et des lois qui, d'ailleurs, la plupart du temps, étaient gommées par celles qui arrivaient tout de suite derrière. Là, il y avait quelque chose qui a traumatisé les Français et qui portait atteinte, je pense, à tous ceux qui ont un mandat public, à tous ceux qui ont la fonction d'exercer une parole au nom du peuple français, au nom de nos concitoyens. Et il fallait leur donner des preuves, il fallait leur donner des gages. Et donc la réponse du président de la République a été une réponse rapide, à la mesure du traumatisme qui avait été celui d'un ministre mentant à la représentation nationale et donc aux Français dans l'hémicycle. Allez, on va passer au mercredi et aux ennuis judiciaires de Bernard Tapie.
Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, se réveille ce mercredi matin avec une bien mauvaise nouvelle. Les juges en charge de l'instruction ont procédé à la saisie de certains de ses biens, dont son immeuble particulier de la rue des Saints-Pères. Réaction immédiate de l'intéressé qui a fait la tournée des télés. Marion Lefebvre. C'est pas une part importante, c'est tout. Près de 280 millions d'euros. La justice a saisi une partie des biens de Bernard Tapie, bloqué ses comptes bancaires. L'homme d'affaires s'estime victime d'une exécution. On voit bien qu'ils se sont réunis, les juges, le parquet. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui piquer ses biens? Et effectivement, pour arriver à me prendre mes biens comme ils le font, il fallait passer par une mise en examen de cette nature. C'est un complot. Mais attendez, quand vous dites complot, on a l'impression que vous voulez faire passer votre interlocuteur pour un imbécile. Bernard Tapie refuse d'affirmer qu'il s'agit d'un complot, mais l'insinue habilement. Selon lui, François Hollande n'est pas à la manœuvre, mais il accuse les socialistes et particulièrement le ministre de l'économie. Monsieur Moscovici dit « j'ai suggéré au juge qu'on lui saisisse ses biens pour qu'au cas où il serait condamné, on puisse les récupérer ». Je ne sais pas si vous mesurez, quand le ministre des Finances dit « j'ai suggéré au juge », car ça m'appelle à vous rappeler une chose simple. Le procédé qui consiste à ce que l'État se substitue à une société commerciale, même si elle lui appartient, c'est un détournement total. Combatif comme à son habitude, Bernard Tapie entend contester la saisie de ses biens. 2 assurances-vie d'un montant de 45 millions d'euros. Les parts détenues par l'homme d'affaires dans son hôtel particulier parisien pour une valeur de 69 millions d'euros. Sa villa de Saint-Tropez, 6 comptes bancaires, un contrat d'assurance-vie de 180 millions d'euros et les parts de l'homme d'affaires sur le groupe Hersant Média. Face à la justice, Bernard Tapie a choisi la médiatisation, exposant son dossier au grand public, une façon aussi de répondre aux multiples fuites qui entourent l'enquête. Bruno Leroux, il n'a pas tort, Bernard Tapie, quand il dit un ministre qui suggère quelque chose à un juge comme ça, c'est une violation de la séparation des pouvoirs. Absolument pas du tout. Et d'ailleurs, tout cela a été démontré ensuite par beaucoup de vos confrères qui ont analysé ces propos. L'État s'est constitué partie civile. Et les contribuables, semble-t-il, auraient pu être floués d'un peu plus de 400 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme. Laissons travailler le juge Bien entendu, mais quand il y a une partie civile, elle doit faire valoir ses intérêts. Et en l'occurrence, les intérêts des Français. Et donc, il est normal qu'une partie civile, pour faire valoir ses intérêts, puisse suggérer que l'on prenne des mesures conservatoires afin qu'elles puissent être remboursées si jamais il y a condamnation. C'est ce qu'a fait tout à fait normalement au nom de l'État français Pierre Moscovici. Pour le reste, le juge est totalement indépendant sur cette affaire. C'est plutôt rare de saisir des biens pendant une instruction. Oui, mais là, le motif permet de le faire. Escroquerie en bande organisée, ce n'est pas un petit motif quand même. Les juges l'ont choisi, nous ne leur avons pas imposé. Ils doivent avoir une matière à cela. Et donc, laissons travailler la justice. Il n'y a pas le moindre complot. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a eu quelques problèmes à régler pour M. Tapie, il y avait toujours cette tentation de faire croire que la verve, qu'il a conservée d'ailleurs, pouvait faire en sorte de gommer et d'expliquer par un complot ce qui se passait. Ce n'est pas le cas. Que répondez-vous à Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire UMP de Marseille, qui dit que cet acharnement autour de Bernard Tapie, eh bien, il le doit à son soutien à Nicolas Sarkozy pendant la dernière campagne présidentielle? Je ne sais pas qui a soutenu véritablement Bernard Tapie. Je pense que pour les Français, ça n'a eu absolument aucune incidence. Là, c'est pas pour les Français, visiblement. Mais moi, je ne regarde pas ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy ou un autre. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec M. Cahuzac, où M. Cahuzac avait soutenu le président de la République, et pourtant il n'a bénéficié d'aucune protection. Il y a aujourd'hui, que cela plaise ou que ça ne plaise pas, une justice qui doit travailler de façon totalement indépendante, quelle que soit la personne, voire la personnalité visée. Allez, on va passer au jeudi. Le gaz de schiste, un sujet toujours aussi explosif pour le gouvernement. Levée de bouclier contre Arnaud Montebourg au moment où l'exécutif souhaite tourner la page Delphine Batho. Le ministre du redressement productif a laissé entendre sa préférence pour le gaz de schiste et cette fois un recadrage est venu de Matignon. Jérémy Hartmann. Après le limogeage de Delphine Batho la semaine dernière, Arnaud Montebourg était prévenu. Aucun écart de langage toléré au sein du gouvernement. Alors pour parler gaz de schiste devant la commission des affaires économiques mardi soir, le ministre du redressement productif
a mis les formes. C'est une position tout à fait personnelle qui n'engage pas le gouvernement. C'est que nous puissions avoir une compagnie publique et nationale exploitant les gaz de schiste et captant la rente, la partageant avec les territoires. Pour moi, le problème, ce n'est pas fracturation hydraulique ou pas. Le problème, c'est pollution ou pas de pollution. Ce n'est pas la première fois qu'Arnaud Montebourg se positionne pour l'exploitation du gaz de schiste. Cette fois-ci, il va plus loin. Il en précise les modalités. Le jour même où le nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin, pour sa première intervention dans l'hémicycle, réaffirme l'engagement du gouvernement de ne pas forer le sous-sol français jusqu'à la fin du quinquennat. S'agissant, monsieur le député, de l'exploitation des gaz et des huiles de schiste par fracturation hydraulique, le gouvernement restera ferme sur l'application rigoureuse de la loi du 13 juillet 2011 qui l'interdit sur le sol français. Dans ce contexte, la prise de position d'Arnaud Montebourg apparaît comme une nouvelle provocation aux yeux des écologistes, à peine remis du psychodrame provoqué par l'éviction de Delphine Batho du gouvernement. Je ne sais pas à quel jeu joue Arnaud Montebourg. Parler d'exploitation propre des gaz de schiste, tout le monde sait qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. Je pense que c'est une erreur, au minimum une erreur de communication, une erreur politique. Une gêne que partagent même certains socialistes. Moi je fais partie de ceux qui pensent que rallumer ce débat n'est pas forcément utile. Dans la mesure où de toute façon c'est quelque chose qui échappe à la vertu pendant encore de nombreuses années. Mais pour l'instant, aucune remontrance ni de François Hollande ni de Jean-Marc Ayrault, visiblement plus tolérant avec Arnaud Montebourg qu'avec Delphine Batho. Alors finalement, il y a eu des remontrances de la part de Jean-Marc Ayrault en voyage en Roumanie. Jeudi, le Premier ministre a redit son opposition à l'exploitation de gaz de schiste. Quand même, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures? Vous vous dites, eh bien Arnaud Montebourg a peut-être parlé trop vite, mais il doit rester dans le gouvernement quand on sait ce qui est arrivé à Delphine Batho. C'était pas la même chose. Delphine Batho, ça concernait son budget. L'affaire n'est pas petite, elle n'est pas mince. Quand un ministre dit « mon budget est mauvais » et le réaffirme, chose qui n'était d'ailleurs pas vrai, Philippe Martin le démontrera dans les prochains mois, les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le gaz de schiste, c'est un petit dossier? Mais les gaz de schiste, c'est un dossier en tout cas. Prenons les choses de façon assez simple. Il y a aujourd'hui dans notre sous-sol, en France, des réserves qui sont des réserves d'énergie, des gaz de schiste et des huiles de schiste. Devrait-on ne plus en parler? Non, il faut en parler. Peut-on aujourd'hui aller les chercher? Non. Il n'existe qu'une technique qui est une technique qui cause des dommages à l'environnement par rapport au sous-sol et par rapport aux émanations. L'émanation de méthane et ce que cela peut entraîner sur les nappes phréatiques par une technique qui s'appelle la fracturation hydraulique. Et donc les choses sont claires. Il ne peut pas y avoir de constitution d'une société car la technique aujourd'hui ne permet pas l'exploitation. Arnaud Montebourg dit qu'il faudrait encadrer quand même cette recherche et cette éventuelle exploitation. Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas la position du gouvernement et ce n'est pas. Ne doit-il pas démissionner s'il ne donne pas la position du gouvernement? Ne demandons pas. Il est quand même devant une commission des affaires économiques avec une caméra qui filme. Il sait très bien. Vous-même, vous prenez la précaution au montage de votre sujet de laisser la phrase où Arnaud Montebourg dit « je m'exprime là à titre personnel ». Et il y a des sujets quand même où on peut s'exprimer à titre personnel. Mais moi, je pense qu'un ministre doit être, sur un sujet comme celui-ci, dont on sait qu'il a des incidences avec nos partenaires, et je l'ai dit dans mes réactions, je pense qu'il faut éviter la provocation. Et en même temps, laissons au ministre, sous la responsabilité du Premier ministre, une marge de manœuvre pour quelquefois exprimer des idées, faire en sorte de faire avancer. Là, en l'occurrence, ce qui fera avancer la question des gaz de schiste, ce n'est pas les déclarations d'un ministre, c'est le fait que demain, des industriels puissent nous proposer une solution qui soit une solution acceptable en matière... Ce n'est pas d'actualité, dit François Brotte. On est encore loin. Oui, on est encore loin de cela. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il y a une part de provocation. Pourquoi Arnaud Montebourg monte-t-il au créneau sur cette affaire? La provocation? Non, j'ai dit qu'il y avait une part de provocation dans ses propos, parce qu'il le sait, Arnaud. Et dans le même temps... Un ministre peut être provocateur. Il en a le droit. En tout cas, Arnaud Montebourg a le droit. Vous savez, il y a eu sur de multiples sujets des prises de parole des ministres qui n'étaient pas des prises qui allaient à l'encontre des principes fondamentaux du gouvernement, sur le budget, sur un certain nombre de dossiers. Moi, je préférais que tous les ministres, avant de faire des propositions, les voient avec le Premier ministre ou avec le Président de la République. Et pour autant, j'ai considéré qu'il était normal qu'il soit rappelé à l'ordre par le Premier ministre, mais de ne pas en faire plus sur cette affaire. Il n'y aura pas d'exploitation des gaz de schiste en France dans les prochaines années tant qu'il n'y aura pas une technique qui soit une technique qui, après un large débat public, soit validée
par nos concitoyens. Enfin, Delphine Batho aurait sûrement aimé autant d'indulgence, certainement. Alors, on va terminer avec le bon vieux serpent de mer de la réserve parlementaire. Faut-il la supprimer? Ça pourrait être une énième question du grand oral de l'ENA. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, l'attribution par les députés des sommes qui leur sont versées est disponible sur Internet. Jean-Baptiste Daoulas. Depuis hier, des grands sites d'infos ont mis en ligne un moteur de recherche. Chaque subvention est indexée par parlementaire et par ville, avec à chaque fois le montant versé. Sans surprise, les élus privilégient souvent leur commune d'origine et leur circonscription. Au programme, des aménagements de voiries, des rénovations d'églises ou encore des constructions de bâtiments. Mais aussi quelques curiosités. Le sénateur UMP Serge Dassault a financé pour sa ville de Corbeil-Essonnes la moitié d'une tondeuse autoportée de 100 000 €. La répartition de la réserve révèle aussi des inégalités entre parlementaires. Les présidents des chambres sont les mieux lotis, avec 12 millions d'euros distribués par le seul Bernard Accoyer. Depuis l'élection de Jean-Pierre Bel et Claude Barthelone, les règles ont changé. Désormais, chaque parlementaire dispose de la même réserve, environ 130 000 € par an. Faut-il aller plus loin et la supprimer? Une question qui divise à l'Assemblée. Ça permettra aussi aux députés, sur le plan local, d'avoir une certaine action. Et sur ce point-là, je trouve ça très cohérent avec le non-cumul des mandats. Non, il y a trop de fait du prince. Il y a beaucoup de parlementaires qui utilisent à bon escient leurs réserves et qui donnent des coups de main à des gens qui ne seraient pas aidés sans ce dispositif-là. Et puis il y a des gens qui en profitent pour apporter des financements à des institutions qui peuvent en avoir par ailleurs et donc qui ne le méritent pas. En attendant une éventuelle réforme, on devrait connaître dans quelques mois l'impact des nouvelles règles mises en place par Jean-Pierre Bel et Claude Barthelone. Chaque année, la réserve coûte environ 90 millions d'euros à l'Assemblée nationale et 60 millions au Sénat. Est-ce qu'il faut la garder? Il faut la supprimer, cette réserve? 80, 100, et 100, plus de 100 millions, presque 200 millions. Est-ce qu'on a... Qui sont reversés, vous l'avez dit, et d'ailleurs les Français peuvent le voir, à des associations ou à des collectivités, et donc qui sont utilisés de façon productive, cette réserve parlementaire. Et pour autant, mais là je vais prendre la précaution qu'avait pris Arnaud Montebourg tout à l'heure, je m'exprime à titre personnel, ce n'est pas l'avis, vous l'avez vu, de tous les députés, mais je pense qu'il y a là une forme d'archaïsme. Je pense que le rôle d'un député, c'est de voter la loi, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Surtout que la somme est en fin de compte relativement limitée. Comment faire des choix quand on est sur une circonscription où il y a des milliers d'associations. Mais elle a pu être très importante, on l'a vu pour les présidents des assemblées. Elle était très importante. Moi, c'est l'année 2011 dont il s'agit. Je crois que je n'ai rien, voire quasiment rien. Voilà, je ne suis pas sur la liste. Mais pour une raison simple, c'est qu'il y avait une totale opacité. Et puis que quand on était dans l'opposition, on nous disait souvent, non, non, vous n'aurez rien. Il y avait ceux qui se servaient et il y avait ceux qui n'avaient rien. Moi, j'ai dû financer sur mon dernier mandat pour une association d'enfants handicapés quelques équipements, mais c'est tout. Et je ne savais pas que je pouvais en faire plus. Personne ne me disait rien. Aujourd'hui, au moins, il y a une règle qui est l'égalité entre tous les députés et la transparence. Et pour autant, je pense que si l'on transférait dans les prochaines années ces moyens de la réserve parlementaire vers les moyens d'expertise des députés, la capacité à travailler avec des cabinets spécialisés sur les textes importants, la capacité, comme des parlementaires dans d'autres grandes démocraties, moi je rêve quand je discute avec mes collègues des États-Unis, quand je vois les moyens d'expertise dont ils disposent, je me dis qu'ils sont utilisés à bon escient. Peut-être que cela pourrait être une piste de réflexion. René Dosière, le député socialiste, dit qu'on est à la limite de l'achat de voix, et notamment au Sénat. Les sénateurs sont élus par des grands électeurs, ça pose un problème. La distribution d'argent, même si elle est contrôlée, et elle l'est contrôlée, même si elle est transparente, et elle va obligatoirement devenir avec ces dispositifs transparente, quand elle est associée à un mandat parlementaire, me semble un peu anachronique. Et c'est vrai qu'il y a des critères qui prévalent dans ces choix, dont on peut se dire qu'ils ont quand même très largement une signification politique. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être resté jusqu'au bout parce qu'il faut dire que la climatisation ne marche pas, qu'il fait 40 degrés sur ce plateau. Un petit avant-goût d'été. C'était la dernière de cette saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonnes vacances à tous. Vous continuez, vous continuez les travaux parlementaires encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.